Alors toujours dans l'initiation du Visual Basic dans sa version 6, on va voir le cours numéro 3. C'est la suite de ce qu'on a fait dans les dernières vidéos et en classe. Alors ici on va explorer l'objet timer, la fonction timer, c'est différent, l'enregistrement des données, donc on va faire un petit exercice pour les générer et les présenter dans un tableau. Et on va voir comment faire des menus. Bien, donc on va lancer l'application Visual Basic dans sa version 6, une application standard, donc un projet standard. Voilà, donc ça. Donc on a notre feuille. Voilà. Donc premièrement, on va voir l'objet timer. Alors l'objet timer, c'est un objet qui fait des calculs cycliques, c'est-à-dire il fait une opération comme un bouton, mais d'une manière cyclique. Alors, on va voir comment créer un comptage. Donc ça, c'est l'objet de la vidéo précédente. On va faire un comptage manuel et puis on va faire un comptage automatique. Donc, premièrement, donc je prends un bouton quelconque. Voilà. Donc, pour cette fois-ci, je ne vais pas respecter les conventions, donc je ne vais pas leur donner un nom. C'est pour faire vite. Je prends une zone de texte et je vais la vider, donc je vais mettre rien du tout dedans. Alors je dois faire un comptage manuel. Donc ici dans cette zone de texte, je devrais avoir un compteur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais un petit peu agrandir la police de caractères. Donc je vais mettre du 14 et donc on va commencer notre code ici. Alors commande 1 est égale à quoi? Donc texte 1 texte, donc tout se passe ici, est égal à i plus 1. Mais le i, pour l'instant, n'existe pas. Plutôt, je vais ici mettre un i, et i est égal à i plus 1. Voilà. Donc, à chaque fois, je vais incrémenter le i par 1, et je l'affiche dans la zone de texte. Mais au préalable, je devrais normalement, pour faire un travail correct, déclarer mes variables. Donc dim i as, donc c'est un entier, donc integer. Et je dois l'initialiser dans formLoad. Donc la procédure formLoad, c'est là où on initialise les variables. Donc il est préférable de les initialiser ici parce que formLoad, cette procédure formLoad, s'exécute une fois quand la feuille se charge. Ça, on l'a vu déjà. On va faire un essai. Donc, vous voyez qu'il y a un comptage manuel. Donc maintenant, le but, c'est de mettre dans cette fenêtre, enfin cette feuille, un objet qui me permet de faire la même opération, mais d'une manière automatique. Alors c'est l'objet timer, le voici. On va le mettre sur la feuille. Avant de faire quoi que ce soit, on va exécuter le programme. Vous voyez que l'objet timer, c'est un objet qui n'apparaît pas en mode exécution. C'est-à-dire en mode exécution, on ne clique pas dessus, on ne fait rien dessus. Donc il est invisible. Bien, je reviens en mode implémentation et mon code, je vais l'écrire ici. Mais comme c'est un objet récent, enfin nouveau pour vous, on va voir ses propriétés. Alors, l'une de ses propriétés les plus importantes, c'est enabled, c'est-à-dire ici, LR2. Donc, il va démarrer automatiquement dès le lancement du programme. Et l'intervalle d'exécution qui est égal ici à 0, je vais la mettre à, par exemple, à 500. Ici, on vous écrit intervalle, renvoie ou définit le nombre de millisecondes entre les appels à un événement timer du contrôle timer. Donc ici, 500, c'est 500 millisecondes. Donc il va faire une boucle chaque 500 millisecondes. Alors pour qu'il ne démarre pas seul, automatiquement, je vais mettre sa propriété enable à false. Alors pour utiliser ce bouton, on lui associe toujours deux boutons, l'un qui le déclenche et l'autre qui l'arrête. Alors ici, je vais respecter les conventions. Donc le premier, je vais mettre cmd go. Alors ici, caption, je vais mettre go. Et l'autre, je vais mettre stop. Ça, c'est clair. cmd stop. Voilà. Alors bien,
on va agir sur la propriété enabled de l'objet timer. Donc c'est cette propriété qu'on va changer. Donc Go va lancer le timer. Alors timer 1, ici je vais dire timer 1.enabled égale à true. Voilà. Quand je clique sur le bouton Go, le timer se déclenche. Je vais revenir ici, la même chose. Ici, timer 1.enabled égale à false. Donc, il arrête. Quand je clique sur le bouton stop, il arrête le timer. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de donner un travail pour le timer. Le timer, pour l'instant, il ne fait rien. On va lui donner le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire tout à l'heure, on avait la commande 1 qui exécutait un certain nombre de choses, qui est un comptage. Donc, je vais effacer la commande 1. Plutôt, je vais prendre son code, je vais le couper, je vais le récupérer et effacer tout ce qui se passe dans la commande 1. Et d'ailleurs, je vais effacer la commande 1, elle n'est plus utile. Donc, dans le timer, je vais coller le code. Alors, un petit résumé. Le premier bouton déclenche le timer, le deuxième bouton arrête le timer. Le timer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Donc, il incrémente d'une manière automatique chaque 500 millisecondes le i et il l'affiche dans la zone de texte. On va faire un essai. Donc, regardez. Go. Donc, on a un affichage cyclique qui ne s'arrête pas tant que je n'ai pas cliqué sur stop. Donc, je l'arrête, il s'arrête. Je clique sur Go, il reprend. Là où il s'est arrêté. Donc, ça, c'est chaque 500 millisecondes. Je peux le ralentir ou l'accélérer en agissant sur sa propriété intervalle. Par exemple, je vais mettre 100 pour aller voir la différence. Voilà. Donc ici, c'est plus rapide. C'est 100 millisecondes entre une exécution et une autre. Stop. Alors maintenant, on va continuer. Donc, on a vu l'objet timer. Alors, l'objet timer permet de faire, on a dit, de faire un calcul cyclique ou bien exécuter un certain nombre d'instructions d'une manière cyclique. Maintenant, on va voir la fonction timer, c'est autre chose, donc c'est complètement différent. Alors, on va voir la fonction timer. J'aimerais bien maintenant garder le même programme. Alors, la fonction timer, là, il faut la noter. La fonction timer me permet d'afficher le nombre de secondes écoulées de minuit horloge de l'ordinateur jusqu'à présent. Alors, pour faire ça, on va faire un petit essai. Je prends un bouton. Et je dois afficher ici dans cette zone de texte quelque chose qui correspond au timer, à la fonction timer. Alors, je clique ici juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc, je suis sur la commande 1 que je vais tout à l'heure effacer. Donc, texte 1.text égale timer. Voilà. Donc, si je clique sur mon bouton, regardez, ça me donne le nombre, ça c'est le nombre de secondes écoulées de minuit jusqu'à présent, horloge de l'ordinateur. Regardez, si je clique de nouveau sur la commande, le chiffre change, bien sûr, le temps passe, le temps où je parle maintenant, le temps passe, et à chaque fois ce nombre-là augmente, regardez, donc ça augmente. Alors, ça nous permet, la fonction timer, ça nous permet d'afficher le nombre de secondes écoulées de minutes de l'ordinateur jusqu'à l'événement clic. Alors, on utilise cette fonction pour récupérer le temps réel, c'est-à-dire, je veux ici afficher le temps réel de l'exécution d'un programme, c'est-à-dire le temps T. Alors, comment faire? Alors, c'est simple, regardez, on va effacer ce qu'on a fait et utiliser le timer. Alors, dans le timer, normalement, je dois faire la chose suivante. Alors, ce code-là, j'en ai plus besoin, donc je vais pas l'effacer, je vais juste le mettre en commentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois afficher cette fois-ci dans la zone de texte? Texte 1.text égale à quoi? Égale à timer. Voilà. On va faire un essai comme ça pour voir. Alors, si je mets sur Go,
regardez, c'est le temps écoulé de minutes jusqu'à présent, mais c'est pas un temps, ça c'est pas un temps réel. Le temps réel, je devrais soustraire la valeur du premier clic. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais déclarer dim, une variable que je vais appeler t, dim t, as variant. Et je vais déclarer une variable aussi dim t0 qui correspond à la première valeur du temps, as variant aussi. Voilà. Alors ici, je vais mettre texte 1 est égal à timer moins t0. Alors, timer moins t0. Mais t0, c'est la valeur du temps écoulé de minutes jusqu'à présent au premier clic. C'est-à-dire, c'est pas dans le timer que je vais la mettre. Parce que à chaque fois, elle change. Donc, je dois la mettre ici, dans le bouton Go, avant de déclencher le timer. Donc, T0 égale à timer. Donc, T0 égale à timer m'affiche le nombre de secondes écoulées de minutes jusqu'à présent. Après, la zone de texte va prendre timer, c'est le nombre de secondes écoulées de minutes jusqu'à présent, moins la valeur T0 qui correspond au premier clic. Maintenant, dans la zone de texte, je vais avoir un affichage du temps réel. Regardez. Donc ça, c'est le temps réel, c'est le temps qui passe réel. Donc c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais c'est le temps réel. C'est comme ça qu'on récupère le temps réel à travers cette fonction-là. Donc cette fonction nous permet par exemple de tracer la charge et la décharge d'un condensateur en fonction du temps réel. Très bien. Donc on peut créer un oscilloscope si vous voulez. Alors pourquoi j'ai déclaré la variable t? C'est juste pour récupérer ça. Donc t, je vais mettre t égale à timer moins t0. Donc je préfère travailler avec les variables et dire texte 1 texte égale à t. Voilà. Donc ça ne devrait pas changer grand chose. Voilà, donc on a ce qu'il faut. Très bien. Donc on a vu ça. Donc je vais effacer les vides qui sont là pour avoir une vue globale de notre programme. Donc ça, on n'a plus besoin. Donc je vais les effacer. Très bien. Voilà mon code. Alors, on passe à l'étape suivante. Alors, on a vu l'objet timer. On est en train toujours d'utiliser la fonction timer, l'enregistrement des données. Alors, pour l'instant, on a affiché les datas, les données, dans un tableau, dans une zone de texte. On l'a vu dans la précédente vidéo 2. Donc, ça, c'est pas un enregistrement réel. Un enregistrement réel nous permet de stocker nos données dans un fichier qui se trouve dans le disque dur. Alors, comment faire? Alors ici, on va explorer un nouveau projet qui nous permet de faire ça. Alors cet objet-là, c'est le command dialog. Alors, il n'apparaît pas ici sur cette fenêtre. Pour l'instant, dans le toolbox, il n'apparaît pas. Alors, pour faire appel au command dialog, je vais cliquer côté droit de la souris sur le toolbox. Je vais aller à composant. Voilà. Et je vais chercher ce composant. Il s'appelle Microsoft Command Dialog Control. Le voici. Donc, je vais le cocher. Vous allez voir qu'il va apparaître ici. Donc, appliquer. Voilà. Il est là. C'est celui-là. Ferme. Donc, je le place sur ma feuille. Alors, j'exécute directement. Je remarque aussi que c'est un objet qui n'apparaît pas en mode exécution. Donc, il n'y a pas un événement clic dessus. Alors, cet objet-là me permet de voir, de faire appel à des fenêtres prédéfinies par Windows. Je m'explique. Donc, pour faire un essai, je vais placer un bouton juste pour explorer cet objet-là. Donc, après, j'efface le bouton de commande. Alors, celui-là s'appelle Command Dialog 1. Donc, je vais copier ce nom-là pour ne pas le réécrire et pour ne pas se tromper aussi. Donc, je vais voir la commande 1. Qu'est-ce qu'il me donne? Alors, je colle son nom. Command dialog 1. La première propriété, c'est action, égale à 1. Je vais voir ce que ça me donne. Alors, regardez. La valeur action égale à 1
m'ouvre la fenêtre prédéfinie ouvrir. Ça, c'est une fenêtre que je n'ai pas fabriquée. Il fait appel à la fenêtre prédéfinie Windows ouvrir. Je répète. Action, commande dialogue 1.action égale à 1. Il m'ouvre la fenêtre prédéfinie Windows ouvrir. 2. J'exécute. Il m'ouvre la fenêtre prédéfinie Windows enregistrer sous. J'explore d'autres variables. Numéro 3. J'exécute. Et là, c'est la palette de couleurs. Je change. Je mets 4. C'est la police de caractère. Je mets 5. Il m'ouvre là, la fenêtre prédéfinie des imprimantes. Toutes les imprimantes qui sont installées sur ce PC. Et ça s'arrête là, 6. Il n'y a pas de propriété 6, ça n'existe pas. Il va me déclarer une erreur. Voilà. Donc, ça va de 1 à 5. Celle que je vais utiliser, c'est la numéro 2. Donc, ça me permet de faire appel à la fenêtre prédéfinie Windows enregistrée sous. Très bien. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser. Maintenant, je sais comment ça marche. Je prends le code qui est là, je le coupe et j'efface le code que j'ai écrit et j'efface le bouton avec lequel j'ai fait mon essai. Alors, je vais faire appel à la fenêtre prédéfinie Windows dans le bouton Go. Regardez, parce que ça s'exécute qu'une seule fois. Alors, ici, je vais mettre commande dialogue 1.action égale à 2. Mais vous allez voir que ça ne fait rien du tout. Elle fait appel juste à la fenêtre prédéfinie Windows enregistrée sous. Maintenant, la deuxième commande qui s'associe à ça, c'est la suivante. Donc ça, il faut la prendre par cœur. Alors, open commande dialogue 1 point file name for output as dièse 1. Je vais expliquer chaque mot de cette ligne-là. Donc ça, il faut la prendre par cœur. Alors, open, ouvrir. Commande dialogue 1.filename, c'est le nom du fichier que je donne pour l'enregistrement. For output, ça veut dire il attend des instructions de l'extérieur qui vont venir vers le fichier. As dièse 1, le nom du fichier que j'ai créé, je lui réserve une case mémoire numéro 1. Donc ça, c'est la réservation de la case numéro 1. Voilà, ça c'est fait. Après, je vais au timer. Regardez, je vais au timer. Je vais enregistrer mes datas, qui sont par exemple dans ce cas-là le temps. Alors, comment faire? C'est avec l'instruction print. Print dièse 1, virgule. Qu'est-ce que j'enregistre? T, ma variable T. Par exemple, je peux si vous voulez afficher autre chose, je peux enregistrer autre chose. Mais pour l'instant, c'est la variable T. Alors, on va faire un essai pour voir si ça marche. Alors, go. Voilà. Il me lance la fenêtre enregistrée sous. Donc, je vais mettre, par exemple, dans le bureau, un fichier que je vais appeler AAAAA. Voilà. Enregistre. Donc là, il est en train de créer les données T. Voilà, donc je vais décaler un petit peu la fenêtre. Voilà ce qu'il fait. Donc le timer, qu'est-ce qu'il fait? Il crée à chaque fois la variable T, il l'affiche, il est en train d'écrire dans, regardez, il est en train d'écrire dans dièse 1 qui correspond au nom du fichier que j'ai donné, AAAA. Donc commande dialogue file name, c'est ce que j'ai mis comme nom du fichier. Donc j'arrête mon programme, stop. Voilà. Maintenant, je vais vérifier si le fichier que j'ai enregistré est bien réellement enregistré dans le bureau. Alors, je vais le chercher. Le voici. Donc ici, je l'ouvre avec le bloc-notes. Ouvrir. Voilà toutes mes datas qui sont enregistrées en une seule colonne. Très bien. Maintenant, j'arrête mon programme. Je reviens à Visual Basic. Il y a quelque chose qu'il faut faire impérativement, c'est quand j'ouvre
le fichier en écriture, ça, ouvrir le fichier en écriture, donc ouvre ou la prépare le fichier en écriture. Et là, écriture dans le fichier. Voilà. Maintenant, il faut que je ferme mon fichier. Je ferme mon fichier dans le bouton Stop. Donc, ici, comment fermer le fichier? C'est Close, dièse A. Voilà. Donc ça me permet de fermer le fichier. Voilà. Bien, écriture, je vais mettre ferme le fichier. Très bien. Ça, c'est fait, donc ils sont enregistrés. Alors, j'aimerais bien maintenant donner à mon fichier deux colonnes. Comme ça, on peut le tracer sur origine ou ce que vous voulez. Alors, je vais créer une autre variable qui est i. Je vais la remettre comme tout à l'heure. Je vais mettre i est égal à i plus 1. Donc, je peux l'enregistrer aussi dans mon fichier. Donc, la première valeur, la première colonne, je vais mettre i. Et la deuxième colonne dans mon fichier, c'est t. Donc, je vais mettre point virgule, tab. Donc, tab, c'est une tabulation. Donc, la tabulation correspond à 8 caractères blancs. Voilà. Donc, regardez. Donc, ma première colonne correspond à i. Donc, 0, enfin plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Séparé par une tabulation. Ça, c'est le standard des fichiers numériques accepté par Excel et Origin. Et la deuxième variable, c'est t. On va faire un dernier essai pour voir si ça marche. Donc ici, la déclaration, je n'ai pas déclaré ici le i. Donc je vais le déclarer tout de suite. Je crois qu'on l'a fait tout à l'heure. Ah si, voilà. Donc i, il est déclaré. C'est bon. Donc ça devrait marcher. Donc go. Voilà mon fichier. Cette fois-ci, je l'écrase. Je l'écrase. Ou bien je vais donner un autre nom de fichier. Par exemple, cccccc. Voilà. Donc, il est en train de générer les données, de les écrire dans le fichier et les enregistrer. Donc, quand je clique sur Stop, il arrête le timer. Voilà, il arrête le timer et il ferme mon fichier. Stop. Voilà. Je vais aller au bureau, chercher mon fichier. Le voilà. Donc, c'est cccc. Je l'ouvre avec le bloc-notes. Voilà. Et voilà, cette fois-ci, j'ai deux colonnes. J'ai deux colonnes. Donc, la première, c'est les i. Et la deuxième, c'est le temps réel. Maintenant, je peux les tracer sur origine si on veut. Donc, origine. Voilà. Donc, c'est un fichier qui est compatible avec origine. Donc, comment tracer sur origine? Donc, j'appelle mon fichier de données. Donc, il est sur le bureau. Voilà, c'est celui-là, cccc. Ouvrir, voilà. Donc ça correspond et je peux tracer tranquillement mes données. Ça correspond sur l'axe des X, c'est les I, sur l'axe des Y, c'est le temps réel. Donc on peut inverser ce qu'on veut sur origine. Très bien. Donc on ferme ça et je reviens à Visual Basic. Voilà, donc ici ce qu'on a fait, c'est l'enregistrement des données et l'exploration de l'objet comme en dialogue. Maintenant, ce que je veux faire, c'est placer ces données-là dans un tableau. Alors, on va placer un tableau sur ma feuille. Donc ici, je décale un petit peu cette feuille, cette zone de texte, voilà. Et je vais chercher dans le toolbox le tableau que je vais utiliser. Donc, je vais le chercher. Donc, je clique côté droit de la souris, je vais aller à Composants. Alors, il s'appelle, voilà, c'est celui-là. C'est Microsoft Flex Grid Control. Donc, je le sélectionne. Il va s'afficher ici. Appliquer, et le voilà. Donc, il s'appelle MS Flex Grid. Voilà. Et voilà. Donc, le MS Flex Grid me permet d'afficher ou bien d'illustrer mes données. Bien. Donc, on va explorer cet objet-là. Alors,
on va le faire. Donc, je vais tracer des données dessus. Enfin, plutôt consigner des données dessus. Donc, toujours dans le timer. Pourquoi toujours dans le timer? Parce que c'est le timer qui génère les données. Donc, à chaque fois, ils sont tracés et ils sont générés ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Donc, l'objet, je vais copier son nom. Donc, ici, le MSFlexGrid, CTRL-C, je le copie. Je reviens ici et je vais configurer mon MSFlexGrid. Alors, MSFlexGrid. Alors, rows, il y a rows et row. Rows avec un S. Donc ça, c'est le nombre de lignes. Comme le nombre de lignes, je ne le connais pas au préalable, je ne sais pas combien de i ou bien combien de données j'aurai, donc je mets i. Alors, le i, ça va déclarer une erreur, c'est toujours une ligne en plus. Pourquoi? Je vais expliquer quand ça va s'exécuter, j'explique pourquoi. Alors, msflexGrid.calls, calls avec un S, égale à 2. Alors 2, le nombre de colonnes, ça démarre de 0. Donc 0, 1, 2. Donc ça va me donner en réalité 3 colonnes. Alors ici, je commence. Alors je commence par écrire dans mon tableau. Alors MSFlexGrid. Alors je vais écrire dans la première colonne. Col, c'est comme une matrice. Col. Alors c'est la première colonne, 0. La colonne 0. La ligne row égale à i. D'accord? Alors, msflexGrid.text. Qu'est-ce que je veux mettre dans ma première colonne? Ma première colonne, j'aimerais bien mettre, par exemple, les i. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc ça, colonne numéro 1. Colonne numéro 1 et la ligne change et la zone de texte c'est i. On va faire un essai avant d'aller plus loin, on va faire un essai. Donc je clique, go, je génère mes données. Donc je vais écraser le fichier AA1, j'enregistre. Vous voyez ici, ça va créer sur la première colonne, il va mettre 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc j'arrête, je ferme mon programme, je vais aller à la deuxième colonne. Donc pour gagner du temps, je copie tout ça, CTRL-C et CTRL-V. Alors ici, je vais aller à la deuxième colonne. Qu'est-ce que je vais écrire dans la deuxième colonne? Alors dans la deuxième colonne, je peux par exemple mettre T. Dans la zone de texte, je vais mettre T, qui correspond à mon temps calculé ici. Alors, on va faire un essai. Voilà. Go. Toujours, je vais écraser le deuxième fichier. Voilà. Donc, il est en train d'afficher le temps dans la deuxième colonne. Je peux même faire des calculs en même temps que l'affichage. Regardez, je vais copier ça. CTRL-C. CTRL-V. Maintenant, je vais écrire quelque chose dans la troisième colonne. Donc ici, je vais mettre ici colonne 2, ici colonne 3. Donc ici, pardon, c'est la colonne 2. Col 2 correspond à la troisième colonne parce qu'il démarre de 0. Ici, au lieu d'afficher T, je peux afficher T au carré. Voilà. On va voir si ça marche. Go. Voilà. Voilà. Valeur de colonne non valide. Alors je vérifie. Col 2. Alors ici, voilà, égale à 3. Donc ici, c'est 3. Je me suis trompé. Donc c'est 0, 1 et 2. Et le nombre de colonnes, c'est 3. Très bien, c'est bon. Ça devrait marcher. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est le numéro i. Ça, c'était et ça, c'était au carré. Donc vous avez vu que la colonne ici ne correspond pas en réalité à la taille des caractères affichés. On peut la personnaliser ici. Vous allez la personnaliser.
Et vous pouvez mettre par exemple scroll bar les deux. Alors, style police. Alors, police, je peux la changer. Général, alors, quoi c'est là? Allow user resizing. C'est-à-dire, est-ce que ça permet à l'utilisateur de redimensionner les colonnes? Alors, je vais dire oui. Je peux redimensionner les colonnes, ou bien les lignes, ou bien les deux. Les colonnes, ça va suffire. Colonne. Appliquer, OK. Alors maintenant, on va alléger notre programme. Pourquoi? Parce que ça, msflexgrid.call, ça s'exécute à chaque fois. Et ça ne devrait pas s'exécuter à chaque fois. Ça devrait s'exécuter qu'une fois. Donc je le coupe et je le mets dans le form load. Form load, ça s'exécute qu'une fois. Voilà, CTRL V. Alors ici, vous avez remarqué que row, je le répète ici, ici et ici. Normalement, non, je ne devrais pas le répéter à chaque fois. Donc ici, je le déplace là, je l'efface d'ici, je l'efface d'ici. Ça devrait normalement marcher. Comme ça, j'allège mon programme et mon timer. On va faire un essai. Vous avez vu que maintenant, à l'exécution, déjà, j'ai mes 3 colonnes. J'exécute pour voir. Go. Je choisis un fichier. Voilà. Et voilà. Je mets stop. Et ici, je peux redimensionner mes colonnes comme je veux. Alors, ça serait bien maintenant de mettre ici une légende, par exemple, ici, des étiquettes. Écrire ici, par exemple, I, ici T au carré. Alors, comment faire? C'est simple. Je vais aller à FormLoad, parce que ça s'exécute qu'une fois. Et je vais mettre msflexgrid. Je vais copier ça. Juste le nom. msflexgrid. Point. Call égale à 0. Donc la première colonne. La première ligne. Row égale à 0. Égale à 0. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Point texte. Je vais écrire I. Entre parenthèses, entre guillemets, pardon, I. La même chose, la colonne numéro 2, CTRL-C, CTRL-V, colonne numéro 2, donc ça c'est la première, voilà. Je vais mettre, point, pardon, ici, point, texte. Pour ce qu'on a, on va écrire, entre guillemets, le temps, par exemple, temps. Et dans la troisième colonne, donc msflexgrid. Voilà, je fais ça. Point call égale 1 par 2 msflexgrid.text. Je copie pour gagner du temps. Voilà. Qu'est-ce que je vais écrire? Temps au carré. Au carré. Voilà. Donc, je devrais normalement avoir quelque chose de correct. Alors, à l'exécution, directement vous voyez que j'ai I, temps et temps au carré. Ça s'exécute dans la procédure FormLoad au démarrage du programme, ou bien au chargement, plutôt au chargement de la feuille. Donc je mets Go, j'enregistre mon fichier, voilà, et vous voyez, j'ai toutes mes données ici. Je peux redimensionner mes colonnes, voilà, donc j'ai I, temps et temps au carré correctement. Je peux vérifier si ce n'est pas quelque chose de faux. Je vais aller à origine, voilà. Je vais voir si c'est vrai. Donc je devrais alors importer mon fichier. C'est voilà. Oh, non, c'est pas celui-là. C'est donc c'est voilà. Voilà. Donc c'est I et le temps. Donc je vais vérifier. Effectivement, la dernière valeur c'est 3,68 et vous voyez ici c'est la dernière valeur. Donc je peux
alors dans l'enregistrement, voilà, donc l'enregistrement, voilà, print, j'ai juste mes i et t. Je peux aussi mettre par exemple t au carré, point virgule, tab, point virgule, t au carré. Voilà. Donc ça va s'exécuter normalement. Alors, j'exécute mon programme, je vais prendre AAA, je l'écrase. Voilà, il génère mes données, donc autant que je veux, j'arrête. Je vais aller à origine, j'importe les données AAA. Donc voilà, ouvrir, voilà. Donc j'ai les 3 colonnes donc, que je peux tracer. Donc ok. Donc je vais par exemple tracer A ou bien B en X et C en Y. Je devrais avoir, voilà, X au carré, ou bien en réalité c'est pas X au carré, c'est T au carré. Alors, on a vu tout ça. Maintenant les menus c'est très facile. Donc les menus c'est quoi? Les menus en réalité, alors je vais arrêter mon programme. En réalité les menus, ça correspond à tous les boutons de commande qu'on peut mettre en menu. Regardez comment on va faire. On va mettre le bouton Go et Stop en menu, ici. Alors pour faire ça, vous allez à cet objet-là, à ce raccourci, plutôt pas celui-là, c'est celui-là, pardon, c'est celui-là, créateur de menu. Voilà, créateur de menu. On va mettre par exemple le caption Go, le name Go. Voilà, donc on va l'insérer. D'accord. Maintenant je mets stop et le name stop. Et je mets OK. Alors il y a stop et go. Vous avez vu, il y a stop et go. Alors dans stop, je vais mettre le code qui correspond au stop. Alors je prends tout ça. Ah d'accord. Je mets CTRL C et je le colle ici. Stop. Voilà. C'est sur main stop. Voilà. Je mets ça. Alors dans le bouton Go, je vais prendre le code qui correspond au bouton Go. Je le colle, copie, CTRL C et je le colle ici. CTRL V. Et vous allez voir que ça va marcher de la même manière. Donc Go, voilà. Ça ça lance le programme. Et stop, ça arrête le programme. Ça va le relancer, etc., etc. Bon là, c'est pas important. Donc maintenant, je peux supprimer mon bouton et son code. Donc mes boutons, celui-là, je vais le supprimer. Voilà. Je supprime le code au départ. Voilà. Et je supprime. Alors maintenant, je vais réorganiser les deux menus. On va voir comment organiser les menus. Je vais ici. Alors par exemple, Go, je peux le mettre en premier. Voilà. Et stop après. Donc vous allez voir, Go et stop. Je veux par exemple mettre Go en menu et stop en sous-menu. Donc avec ce jeu de flèches, je vais les décaler de une fois. Donc je vais mettre O. Ok, regardez, Go, ça correspond. Alors stop, ça devient un sous-menu, mais c'est pas intéressant. Là, je dois créer un menu principal. Par exemple, fichier. Alors ici, insérer. Donc je vais mettre fichier. Ici, fichier. Et le Go et le stop sont en sous-menu. C'est mieux. Donc OK. Regardez, à l'exécution, c'est mieux, c'est plus présentable. Fichier. Et vous avez Go et stop. Et ça fonctionne normalement. Go. Voilà. Ça fait le travail. Et stop. Ça arrête le programme. Donc en cours, en salle, en TP, on va plutôt réorganiser tout ça et les appliquer dans l'asservissement. Mais avant de voir ça, on va voir le formatage de texte, la gestion d'erreurs pour finaliser cette initiation de VB6. Voilà pour cette vidéo.